Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ici, on lisait Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, écrit par Maurice Leblanc. Et ce soir, la nouvelle à l'honneur et la nouvelle Herlock Sholmes arrive trop tard. Anciennement titré Herlock Sholmes arrive trop tard, je crois. Et encore avant ça, Sherlock Holmes arrive trop tard, tout simplement. Je vous raconterai un petit peu ce que j'ai vu sur internet concernant ce titre d'ailleurs. C'est la dernière nouvelle de ce recueil de nouvelles Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur que je vous lis aujourd'hui. Puisque voilà, ce recueil est composé de 9 nouvelles. Euh, je vous rappelle que l'ordre a été un petit peu chamboulé, puisque à la base, ces nouvelles ont été publiées dans des journaux, dans des magazines, il y a fort longtemps. Et en fait, quand elles ont été compilées en recueil, elles ont été mises plus ou moins dans l'ordre chronologique. Par contre, dans les éditions plus récentes, ou en tout cas dans celle-ci du moins, elles ont été un petit peu échangées. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est pas la neuvième n'est pas chronologiquement la neuvième sortie, mais on est quand même, avec Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, on est quand même sur les débuts du personnage d'Arsène Lupin. C'est vraiment les débuts de son auteur, donc de Maurice Leblanc, pardon, sur ce personnage. Donc c'est hyper intéressant à découvrir le mythe de ce personnage par ce biais, par ce prisme. Je vous rappelle que si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous trouverez dans la description de la vidéo ainsi que dans la barre de lecture de la vidéo des timecodes, des chapitrages vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses, d'aller directement au moment qui vous intéresse. Et je vous rappelle également que donc cette émission est enregistrée en live sur Twitch tous les mardis et vendredis à 21h. Merci à ceux qui me rejoignent déjà sur le live. Bonsoir Justin, comment tu vas? Merci à ceux qui ont follow pendant que j'étais en off. Merci Ismaël K pour avoir follow pendant que j'étais en off, ça fait plaisir. Sachez d'ailleurs que récemment, tout récemment, on a dépassé les 400 follow sur Twitch. On a dépassé les 2200 abonnés sur YouTube. Je crois qu'on n'arrive pas loin des 250 000 vues sur YouTube. Donc ça m'assaille le cerveau, ça me fracasse le crâne. Mais c'est beaucoup trop cool et merci à tous, ça fait très très plaisir. Merci pour votre soutien. Nous sommes là ce soir pour le premier, mais aussi pour le dernier live de la semaine. Pourquoi du comment? En général, entre deux lectures, pour ceux qui me suivent de longue date, vous le savez, entre deux lectures, je fais une petite pause où grosso modo, je vais faire un petit peu toutes les choses que j'ai pas. Enfin, comment vous expliquer ça? En fait, il y a des périodes comme ça, afin que les lives continuent de manière fréquente, de manière, je vais dire, plus ou moins régulière. J'essaie de compiler tout ce qui n'est pas live sur une période de temps courte, une fois par mois. Et voilà, je sais que ce moment-là, je live pas, mais je fais tout ce qui est autre que live. Donc voilà, là c'est ce que je m'apprête à faire entre ces deux lectures en général, j'en profite euh, quand c'est le cas. Donc voilà, c'est ce que je vais faire cette semaine. Donc dernier live de la semaine et après on se retrouvera mardi. Et donc dans une semaine on entamera, vous l'aurez compris, une nouvelle lecture. La nouvelle lecture à venir devrait être, je mets encore du conditionnel parce que je suis pas sûr, j'ai du mal à arrêter mon avis là-dessus, mais je pense que ça devrait être l'Iliade d'Homère, ça a l'air de vous inspirer. Moi ça m'inspire, le seul truc qui me fait peur c'est que ça a l'air très très long. Et j'ai peur que ce soit un style très vieilli du coup, parce que vu que c'est une traduction de très vieux textes, bon, j'appréhende un peu. On verra à quel point ça se prête bien ou non à l'exercice du live de lecture. Mais ouais, j'appréhende un peu. Je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, peu importe ce que vous faites en m'écoutant. Et puis surtout de passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Et du coup, pour te répondre, Justin, je ne vais pas trop mal. Merci de le demander, c'est gentil. Je vais pas trop mal. Je suis quand même content, j'avoue, de faire une pause là dans les lives, même si, paradoxalement, je songe à reprendre les lives de manière beaucoup plus active dans les temps futurs. Mais bon, c'est justement, c'est bien qu'il y ait des pauses pour faire des plus grosses chevauchées derrière. Mais ouais, là, du coup, ça va me faire une petite pause.
Vous allez quand même avoir du coup les rediffusions qui vont popper sur YouTube comme habituellement. Vous allez aussi avoir un petit audio qui va sortir sur YouTube cette semaine, en fin de semaine je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre comme d'habitude sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Discord, pour avoir les news en temps et en heure. YouTube bien entendu pour les rediffusions de mes lives, mais pas que, des fois il y a du contenu exclusif à YouTube. Ça peut être aussi sur Wattpad pour mes écrits. Enfin bon, bref, en fait il y a beaucoup trop d'endroits où me suivre. Mais bon, ceux qui sont intéressés, je sais que vous trouverez les chemins. Voilà, voilou. Et du coup, oui, je travaille, enfin je travaille, oui, je vais travailler aussi dans les jours à venir sur le prochain épisode d'À l'abordage. Je rappelle que, a priori, le samedi 15 à 14 heures, je pense, il y aura le deuxième épisode de l'émission À l'abordage, où je ne serai pas seul, mais accompagné de Jumpy, et nous devrions faire donc une espèce de discussion, je vais dire, parce que j'ai pas envie de dire analyse ou quoi que ce soit, mais de discussion autour de Dark Crystal, l'ère de la résistance. Donc ça, je suis hyper impatient et voilà, je vais travailler dessus dans les jours à venir, sachant aussi que je travaille dans l'ombre sur tout un tas d'autres choses. Vous savez, voilà, je suis un homme de mystère, je suis un homme mystérieux, c'est vrai que bon, c'est vraiment le mystère qui me caractérise le mieux. J'ai toujours des tas de projets dans tous les sens, des tas de choses dans les pattes. Il y a plein de choses qui se font de tous côtés. Mais voilà, là il y a des choses qui devraient arriver bientôt à la surface, j'espère. Et puis comme je le disais, je sais pas, en ce moment il y a un truc qui vient me chercher, peut-être un regain d'inspiration, de, un regain d'inspiration. Désolé, j'avais une notification. Hop, je devais aller vite fait la lire, sinon je vais être perturbé. Mais oui, un regain d'inspiration, un regain de motivation pour les lives, mais pas que pour les lives, je veux dire globalement en fait. Et ouais, en ce moment j'ai vraiment envie de mettre un coup d'accélérateur, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas de m'adonner de manière plus franche, plus active, plus intense à nombreuses activités, dont la chaîne Twitch, bien entendu, la chaîne YouTube également. C'est vrai que bon, je fais également du gaming, mais je fais aussi de l'improvisation. Bref, je suis en roue libre. On va repartir sur du classique. Et puis, tout ce que je suis en train de vous dire, vous le verrez arriver en temps et en heure si besoin est. Voilà, voilà. On est parti les amis sur Airlock Sholmes arrive trop tard. Alors voilà, ce titre, j'ai pas beaucoup de sources puisque la seule source que j'ai lue c'est Wikipédia. Ouais! Donc je vous donne la source Wikipédia, vous en faites ce que vous voulez, j'ai pas été vérifié. Je suppose que ça vient de quelque part quand même, mais j'ai pas été vérifié et je vous fais confiance pour avoir un esprit critique. Mais en fait, le truc qui était drôle, c'est qu'a priori, à la base, la nouvelle se nommait Sherlock Holmes arrive trop tard. Donc encore une fois, on peut se demander si Maurice Leblanc avait pas une espèce de d'admiration quand même et se sentait pas entre guillemets d'une filiation ou d'un même mouvement avec Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle s'appelait Sherlock Holmes arrive trop tard et que, apparemment, suite à une plainte d'Arthur Conan Doyle, donc le créateur de Sherlock Holmes, eh bien, il aurait dû changer de titre. Et du coup, ça me fait rire parce que je me dis, merde, est-ce que Maurice Leblanc... En fait, j'aimerais bien savoir le lien qu'il y avait entre eux, entre guillemets, même s'il y avait vraiment un lien au final. Mais je serais très curieux de savoir, ça crée un peu un espèce de mythe autour de ça, et c'est marrant parce que voilà, ce sont des personnes qui ont créé des personnages et des histoires pleines de mystères et d'énigmes. Donc je trouve ça assez énigmatique d'imaginer leur potentielle relation et le potentiel. Tiens, est-ce que Maurice Leblanc admirait Arthur Conan Doyle et qu'Arthur Conan Doyle lui a fait un doigt et a dit tiens, tu n'utilises pas mon personnage voilà. Est-ce que, au contraire, Maurice Leblanc, en utilisant le personnage de Conan Doyle, a peut-être voulu un petit peu le piquer et dire ah, t'as vu mon Arsène Lupin, comment il est plus fort que ton Sherlock Holmes et que du coup, ça a piqué Conan Doyle qui lui aurait interdit l'utilisation du nom et ainsi de suite. Enfin bon, bref. On peut imaginer tout un tas d'histoires par rapport à ça et je trouve ça vachement fun. Du coup, de Sherlock Holmes arrive trop tard, ça serait devenu Herlock Sholmes et arrive trop tard, puis
Herlock Sholmes arrive trop tard. Je ne sais pas exactement comment se sont décidés les changements. En tout cas, je trouve ça vraiment chelou. Et vraiment, allez, presque ridicule. Puisque bah voilà, c'est tout à fait transparent. Et que dans d'autres nouvelles qui ont précédé, on a déjà eu le nom de Sherlock Holmes qui a été cité maintes et maintes fois. Donc c'est vrai que ça fait vraiment étrange. Et on se dit, mais c'est pas possible, ils sont cons quoi pour pas savoir se mettre d'accord sur ce genre de choses. Mais ouais, il y a peut-être eu des guerres d'ego, il y a peut-être eu des guerres de droit avec Arthur Conan Doyle qui s'est dit mais c'est mon personnage, il n'a pas le droit. Je me demande vraiment ce qui s'est passé, c'est marrant. Bref, on va être parti pour la lecture. La lecture de ce soir, je vais la séparer en deux parties, je pense. Une seconde partie qui sera plus longue que la première d'ailleurs. Hop, je revérifie que tout soit bon pour le live. Ok, tout est bon. Et du coup, bah, je vais m'y mettre sans plus attendre. Ça promet un live relativement court, du coup, je vous avoue, puisqu'il y a une trentaine de pages dans cette œuvre. Donc ça se lit pas trop trop lentement. Donc voilà, vous êtes prévenus. Je vous reviens dans 20-30 minutes dans le chat pour la pause. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Justin, bonne écoute à tous ceux qui me regarderaient sur Twitch dans l'ombre et à ceux qui me regarderaient bien sûr en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Herlock Sholmes arrive trop tard. C'est étrange ce que vous ressemblez à Arsène Lupin, Velmont. Vous le connaissez? Oh, comme tout le monde, par ses photographies, dont aucune n'est pareille aux autres, mais dont chacune laisse l'impression d'une physionomie identique, qui est bien la vôtre. Horace Velmont parut plutôt vexé. N'est-ce pas, mon cher Devanne? Et vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque, croyez-le. C'est au point, insista Devanne, que si vous n'aviez pas été recommandé par mon cousin d'Estevin, et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à Dieppe. La boutade fut accueillie par un rire général. Il y avait là, dans la grande salle à manger du château de Thibermesnil, outre Velmont, l'abbé Gélis, curé du village, et une douzaine d'officiers dont les régiments manœuvraient aux environs, et qui avaient répondu à l'invitation du banquier Georges Devanne et de sa mère. L'un d'eux s'écria. Mais est-ce que, précisément, Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte, après son fameux coup du rapide de Paris au Havre? Parfaitement. Il y a de cela 3 mois, et la semaine suivante, je faisais connaissance au casino de notre excellent Velmont, qui, depuis, a bien voulu m'honorer de quelques visites, agréable préambule d'une visite domiciliaire plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ces jours, ou plutôt l'une de ces nuits. On rit de nouveau, et l'on passa dans l'ancienne salle des gardes, vaste pièce très haute, qui occupe toute la partie inférieure de la tour Guillaume, et où Georges Devanne a réuni les incomparables richesses accumulées à travers les siècles par les sires de Thibermesnil. Des bahuts et des crédences, des landiers et des girandoles la décorent. De magnifiques tapisseries pendent aux murs de pierre. Les embrasures des 4 fenêtres sont profondes, munies de bancs, et se terminent par des croisées ogivales à vitraux encadrés de plomb. Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style Renaissance, sur le fronton de laquelle on lit, en lettres d'or, Thibermesnil, et au-dessous la fière devise de la famille, fais ce que veulent. Et comme on allumait des cigares, Devanne reprit. Seulement dépêchez-vous, Valmont, c'est la dernière nuit qui vous reste. Et pourquoi? Fit le peintre, qui décidément prenait la chose en plaisantant. Devanne allait répondre, quand sa mère lui fit signe. Mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes l'emportèrent. Bah, murmura-t-il, je puis parler maintenant. Une indiscrétion n'est plus à craindre. On s'assit autour de lui avec une vive curiosité, et il déclara, de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grosse nouvelle. Demain, à 4 heures du soir, Herlock Sholmes, le grand policier anglais pour qui il n'est point de mystère, Herlock Sholmes, le plus extraordinaire déchiffreur d'énigmes que l'on ait jamais vu, le prodigieux personnage qui semble forgé de toutes pièces par l'imagination d'un romancier, Herlock Sholmes sera mon hôte. On se récria. Herlock Sholmes à Thibermesnil? C'était donc sérieux? Arsène Lupin se trouvait réellement dans la contrée?
Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin. Sans compter l'affaire du baron Cahorn, à qui attribuer les cambriolages de Montigny, de Gruchet, de Craville, sinon à notre voleur national. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et vous êtes prévenu comme le fut le baron Cahorn? Le même truc ne réussit pas 2 fois. Alors, alors, alors voici. Il se leva, et désignant du doigt sur l'un des rayons de la bibliothèque un petit espace vide entre 2 énormes in-folios, il y avait là un livre du XVIe siècle, intitulé La Chronique de Thibermesnil, et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc Rollon sur l'emplacement d'une forteresse féodale. Il contenait 3 planches gravées. L'une représentait une vue cavalière du domaine dans son ensemble, la seconde le plan des bâtiments, et la troisième, j'appelle votre attention là-dessus, le tracé d'un souterrain dont l'une des issues s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts, et dont l'autre aboutit ici, oui, dans la salle même où nous nous tenons. Or ce livre a disparu depuis le mois dernier. Fichtre, dit Velmont, c'est mauvais signe. Seulement cela ne suffit pas pour motiver l'intervention de Herlock Sholmes. Certes, cela n'eût point suffi, s'il ne s'était passé un autre fait qui donne à celui que je viens de vous raconter toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque nationale un second exemplaire de cette chronique, et ces 2 exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain, comme l'établissement d'un profil et d'une échelle, et diverses annotations, non pas imprimées mais écrites à l'encre et plus ou moins effacées. Je savais ces particularités, et je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des 2 cartes. Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait, celui de la Bibliothèque nationale était demandé par un lecteur qui l'emportait sans qu'il fût possible de déterminer les conditions dans lesquelles le vol était effectué. Des exclamations accueillirent ces paroles. Cette fois, l'affaire devient sérieuse. Aussi, cette fois, dit Devanne, la police s'émut, et il y eut une double enquête qui, d'ailleurs, n'eut aucun résultat. Comme toutes celles dont Arsène Lupin est l'objet, précisément. C'est alors qu'il me vint à l'esprit de demander son concours à Herlock Sholmes, lequel me répondit qu'il avait le plus vif désir d'entrer en contact avec Arsène Lupin. Quelle gloire pour Arsène Lupin, dit Velmont. Mais si notre voleur national, comme vous l'appelez, ne nourrit aucun projet sur Thibermesnil, Herlock Sholmes n'aura qu'à se tourner les pouces. Il y a autre chose, et qui l'intéressera vivement, la découverte du souterrain. Comment? Vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne, l'autre dans ce salon même. Où? En quel lieu de ce salon? La ligne qui représente le souterrain sur les cartes aboutit bien d'un côté à un petit cercle accompagné de ces 2 majuscules. T-G, ce qui signifie sans doute, n'est-ce pas, tour Guillaume? Mais la tour est ronde. Et qui pourrait déterminer à quel endroit du rond s'amorce le tracé du dessin? Devanne alluma un second cigare et se versa un verre de bénédictine. On le pressait de questions. Il souriait, heureux de l'intérêt provoqué. Enfin il prononça « Le secret est perdu. Nul au monde ne le connaît. De père en fils, dit la légende, les puissants seigneurs se le transmettaient à leur lit de mort, jusqu'au jour où Geoffroy, dernier du nom, eut la tête tranchée sur l'échafaud, le 7 Thermidor an 2, dans sa 19e année. Mais depuis un siècle on a dû chercher. On a cherché, mais vainement. Moi-même, quand j'eus acheté le château à l'arrière-petit-neveu du conventionnel Léribourg, j'ai fait faire des fouilles. À quoi bon? Songez que cette tour environnée d'eau n'est reliée au château que par un pont, et qu'il faut en conséquence que le souterrain passe sous les anciens fossés. Le plan de la Bibliothèque nationale montre d'ailleurs une suite de 4 escaliers comportant 48 marches, ce qui laisse supposer une profondeur de plus de 10 mètres. Et l'échelle, annexée à l'autre plan, fixe la distance à 200 mètres. En réalité, tout le problème est ici, entre ce plancher, ce plafond et ces murs. Ma foi, j'avoue que j'hésite à les démolir. Et l'on n'a aucun indice? Aucun. L'abbé Gélis objecta. Monsieur Devanne, nous devons faire état de 2 citations. Oh! S'écria Devanne en riant. Monsieur le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire, et tout ce qui touche à Thibermesnil le passionne. Mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais encore? Vous y tenez? Énormément. Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures que 2 rois de France ont eu le mot de l'énigme.
2 rois de France, Henri IV et Louis XVI. Ce ne sont pas les premiers venus. Et comment monsieur l'abbé est-il au courant? Oh, c'est bien simple, continua Devanne. L'avant-veille de la bataille d'Arques, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À 11 heures du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar, qui en cette occasion livra le secret de famille. Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully, qui raconte l'anecdote dans ses royales économies d'État. Sans l'accompagner d'autres commentaires que de cette phrase incompréhensible, la hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre, et l'on va jusqu'à Dieu. Il y eut un silence, et Velmont ricana. Ce n'est pas d'une clarté aveuglante. N'est-ce pas? Monsieur le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme, sans trahir le secret aux scribes auxquels il dictait ses mémoires. L'hypothèse est ingénieuse. Je l'accorde. Mais qu'est-ce que la hache qui tournoie et l'oiseau qui vole, qui s'envole? Et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu? Mystère. Velmont reprit. Et ce bon Louis XVI fut-ce également pour recevoir la visite d'une dame qu'il se fit ouvrir le souterrain? Je l'ignore. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Thibermesnil, et que la fameuse armoire de fer trouvée au Louvre sur la dénonciation de Gamin renfermait un papier avec ces mots écrits par lui. Thibermesnil, 2-6-12. Horace Velmont éclata de rire. Victoire, les ténèbres se dissipent de plus en plus. 2 fois 6 font 12. Riez à votre guise, monsieur, fit l'abbé. Il n'empêche que ces 2 citations contiennent la solution, et qu'un jour ou l'autre viendra quelqu'un qui saura les interpréter. Herlock Sholmes d'abord, dit Devanne, à moins qu'Arsène Lupin ne le devance. Qu'en pensez-vous, Velmont? Velmont se leva, mit la main sur l'épaule de Devanne et déclara « Je pense qu'aux données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque, il manquait un renseignement de la plus haute importance, et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir. Je vous en remercie. De sorte que maintenant, la hache ayant tournoyé, l'oiseau s'étant enfui, et 2 fois 6 faisant 12, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne. Sans perdre une minute, sans perdre une seconde. Ne faut-il pas que cette nuit, c'est-à-dire avant l'arrivée de Herlock Sholmes, je cambriole votre château? Il est de fait que vous n'avez que le temps. Voulez-vous que je vous conduise? Jusqu'à Dieppe? Jusqu'à Dieppe. J'en profiterai pour amener moi-même monsieur et madame Dandrol et une jeune fille de leurs amis qui arrive par le train de minuit. Et s'adressant aux officiers, Devanne ajouta « D'ailleurs, nous nous retrouverons tous ici demain à déjeuner, n'est-ce pas, messieurs? Je compte bien sur vous, puisque le château doit être investi par vos régiments et pris d'assaut sur le coup de 11 heures. » L'invitation fut acceptée. On se sépara, et un instant plus tard, une 20-30 étoiles d'or emportait Devanne et Velmont sur la route de Dieppe. Devanne déposa le peintre devant le casino et se rendit à la gare. À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, l'automobile franchissait les portes de Thibermesnil. À 1 heure, après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent. Le grand silence de la nuit enveloppa le château. Mais la lune écarta les nuages qui la voilaient, et par 2 des fenêtres emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines, et ce fut l'obscurité. Le silence augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine de temps à autre, des craquements de meubles le troublaient-ils, ou bien le bruissement des roseaux sur l'étang qui baignent les vieux murs de ses eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes. Elle sonna 2 heures, puis, de nouveau, les secondes tombèrent hâtives et monotones dans la paix lourde de la nuit. Puis 3 heures sonnèrent. Et tout à coup, quelque chose claqua, comme fait, au passage d'un train, le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat. Et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part, ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante. Il jaillissait de la cannelure centrale d'un pilastre où s'appuie à droite le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé, en un cercle éclatant, puis il se promena de tous côtés comme un regard inquiet qui scrute l'ombre, puis il s'évanouit pour jaillir encore, pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même et démasquait une large ouverture en forme de voûte. Un homme entra, qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme et un troisième surgirent qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments.
Le premier inspecta la pièce, écouta et dit « Appelez les camarades ». De ses camarades, il en vint 8 par le souterrain, gaillards solides, au visage énergique. Le déménagement commença. Ce fut rapide. Arsène Lupin passait d'un meuble à un autre, l'examinait et, suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait « enlevez ». Et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel, expédié dans les entrailles de la terre. Et ainsi furent escamotés 6 fauteuils et 6 chaises Louis XV, et des tapisseries d'Aubusson, et des girandoles signées Gouttière, et 2 fragonards, et un nattier et un buste de Houdon, et des statuettes. Quelquefois Lupin s'attardait devant un magnifique bahut ou un superbe tableau, et soupirait. Trop lourd celui-là, trop grand, quel dommage. Et il continuait son expertise. En 40 minutes, le salon fut désencombré, selon l'expression d'Arsène. Et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit, comme si tous les objets que maniaient ces hommes eussent été garnis d'épaisses ouates. Il dit alors au dernier d'entre eux, qui s'en allait, porteur d'un cartel signé Boule, « Inutile de revenir. Il est entendu, n'est-ce pas, qu'aussitôt l'autocamion chargé, vous filez jusqu'à la grange de Roquefort. Mais vous, patron, qu'on me laisse la motocyclette. » L'homme partit, il repoussa tout contre le pan mobile de la bibliothèque, puis, après avoir fait disparaître les traces du déménagement, effacé les marques de pas, il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château. Au milieu, il y avait une vitrine, et c'était à cause de cette vitrine qu'Arsène Lupin avait poursuivi ses investigations. Elle contenait des merveilles, une collection unique de montres, de tabatières, de bagues, de châtelaines, de miniatures du plus joli travail. Avec une pince, il força la serrure, et ce lui fut un plaisir inexprimable que de saisir ces joyaux d'or et d'argent, ces petites œuvres d'un art si précieux et si délicat. Il avait passé en bandoulière autour de son cou un large sac de toile spécialement aménagé pour ses aubaines. Il le remplit. Et il remplit aussi les poches de sa veste, de son pantalon et de son gilet. Et il refermait son bras gauche sur une pile de ces réticules en perles si goûtés de nos ancêtres, et que la mode actuelle recherche si passionnément, lorsqu'un léger bruit frappa son oreille. Il écouta, il ne se trompait pas, le bruit se précisait. Et soudain il se rappela. À l'extrémité de la galerie, un escalier intérieur conduisait à un appartement inoccupé jusqu'ici, mais qui était, depuis ce soir, réservé à cette jeune fille que Devanne avait été chercher à Dieppe avec ses amis d'Androl. D'un geste rapide, il pressa du doigt le ressort de sa lanterne. Elle s'éteignit. Il avait à peine gagné l'embrasure d'une fenêtre qu'au haut de l'escalier la porte fut ouverte et qu'une faible lueur éclaira la galerie. Il eut la sensation, car à demi caché par un rideau il ne voyait point, qu'une personne descendait les premières marches avec précaution. Il espéra qu'elle n'irait pas plus loin. Elle descendit cependant et avança de plusieurs pas dans la pièce. Mais elle poussa un cri. Sans doute avait-elle aperçu la vitrine brisée, aux 3/4 vide. Au parfum, il reconnut la présence d'une femme. Ses vêtements frôlaient presque le rideau qui le dissimulait, et il lui sembla qu'il entendait battre le cœur de cette femme et qu'elle aussi devinait la présence d'un autre être, derrière elle, dans l'ombre, à portée de sa main. Il se dit « Elle a peur, elle va partir. Il est impossible qu'elle ne parte pas. » Elle ne partit point. La bougie qui tremblait dans sa main s'affermit. Elle se retourna, hésita un instant, parut écouter le silence effrayant, puis, d'un coup, écarta le rideau. Ils se virent. Arsène murmura, bouleversé. « Vous, mademoiselle ?» C'était Miss Nelly. Miss Nelly, la passagère du transatlantique, celle qui avait mêlé ses rêves aux rêves du jeune homme durant cette inoubliable traversée, celle qui avait assisté à son arrestation, et qui, plutôt que de le trahir, avait eu ce joli geste de jeter à la mer le Kodak où il avait caché les bijoux et les billets de banque. Miss Nelly, la chère et souriante créature dont l'image avait si souvent attristé ou réjoui ses longues heures de prison. Le hasard était si prodigieux qu'il les mettait en présence l'un de l'autre dans ce château et à cette heure de la nuit, qu'ils ne bougeaient point et ne prononçaient pas une parole, stupéfaits, comme hypnotisés par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chancelante, brisée d'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Il resta debout en face d'elle.
Et peu à peu, au cours des secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant, les bras chargés de bibelots, les poches gonflées, et son sac rempli à en crever. Une grande confusion l'envahit, et il rougit de se trouver là, dans cette vilaine posture du voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle, désormais, quoi qu'il advint, il était le voleur, celui qui met la main dans la poche des autres, celui qui crochette les portes et s'introduit furtivement. Une des montres roula sur le tapis, une autre également, et d'autres choses encore allaient glisser de ses bras qu'il ne savait comment retenir. Alors, se décidant brusquement, il laissa tomber sur le fauteuil une partie des objets, vida ses poches et se défit de son sac. Il se sentit plus à l'aise devant Nelly. Il fit un pas vers elle avec l'intention de lui parler. Mais elle eut un geste de recul, puis se leva vivement, comme prise d'effroi, et se précipita vers le salon. La portière se referma sur elle, il la rejoignit. Elle était là, interdite, tremblante, et ses yeux contemplaient avec terreur l'immense pièce dévastée. Aussitôt il lui dit « À 3 heures demain, tout sera remis en place. Les meubles seront rapportés. » Elle ne répondit pas, et il répéta « Demain à 3 heures, je m'y engage. Rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Demain, à 3 heures. » Un long silence pesa sur eux. Il n'osait le rompre et l'émotion de la jeune fille lui causait une véritable souffrance. Doucement, sans un mot, il s'éloigna d'elle. Et il pensait qu'elle s'en aille, qu'elle se sente libre de s'en aller, qu'elle n'ait pas peur de moi. Mais soudain, elle tressaillit et balbutia. « Écoutez, des pas, j'entends marcher. » Il la regarda avec étonnement. Elle semblait bouleversée, ainsi qu'à l'approche d'un péril. « Je n'entends rien, dit-il, et quand même. Comment? Il faut fuir. Vite, fuyez. Fuir? Pourquoi? Il le faut. Il le faut. Ah, ne restez pas. D'un trait, elle courut jusqu'à l'endroit de la galerie et prêta l'oreille. Non, il n'y avait personne. Peut-être le bruit venait-il du dehors? Elle attendit une seconde, puis rassurée, se retourna. Arsène Lupin avait disparu. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. On se marque une courte pause, les amis. Sachant que je vous précise que je fais une pause arbitrairement dans le texte pour, voilà, pour pouvoir reposer ma voix entre deux lectures, on va dire. Mais il y avait une découpe prévue par Maurice Leblanc à cet endroit. Il y a un saut de ligne. Donc voilà, c'est pas non plus complètement arbitraire. Et du coup, merci à toi d'être passé, Gédalf. Je préfère dire Gandalf directement. Mais merci à toi d'être passé et d'avoir fait un petit compliment en passant. Ça fait très plaisir. À bientôt peut-être. Alors juste, petite question. Où as-tu acheté ton livre? Sur Amazon, le livre n'a pas l'air de qualité. Bah sur Amazon, tu peux trouver des tonnes et des tonnes d'éditions différentes, Justin. A priori. Moi personnellement, ouais, je l'ai commandé sur Amazon. Donc, écoute, il y a plein d'éditions possibles. Moi, j'ai pris celle-ci parce qu'elle ressemblait beaucoup à celle de la série et je trouvais ça sympa. En plus, en général, bah, vous le voyez derrière avec la collection de l'Épouvanteur. J'aime bien quand les couvertures ont cet aspect un petit peu comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais cet aspect un petit peu texturé comme ça de vieux livre. J'aime bien. Donc voilà, je trouve ça sympa pour l'objet presque déco, je vais dire. Mais ouais, franchement, Justin, je saurais pas trop te répondre. J'aurais tendance à dire que ouais, fouille. Parce que sur Amazon, tu peux vraiment avoir plein d'éditions différentes. Même si celle-ci, vu qu'elle est sortie conjointement à la série et du coup en début d'année, je crois, c'est vraiment celle que tu trouves la plus facilement, je crois. C'est vraiment le seul point sur lequel je pourrais t'aiguiller, je pense. Et du coup, concernant la nouvelle du jour, je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Il y a des liens que je m'apprêtais pas du tout à voir popper. Euh, je vous avais dit que je trouvais qu'il y avait de moins en moins de liens entre les nouvelles, que peut-être les nouvelles étaient plus des épisodes, des aventures qu'on pouvait lire en stand-alone.
sans autre lien que éventuellement des petits noms de ci, de là, des petits noms de lieux, des petits noms de personnages, vaguement. Et puis bien sûr le personnage d'Arsène Lupin. Mais là, pour le coup, il y a beaucoup plus de liens, puisque ça fait directement référence à la toute première nouvelle, si je ne m'abuse, du recueil. Et du coup, à la toute première nouvelle où apparaît Arsène Lupin. Euh, c'est hyper marrant, hyper sympa de faire ce petit clin d'œil, et du coup de voir que ça décontenance complètement Arsène Lupin de revoir une personne avec qui il avait sympathisé, même peut-être avec qui il s'était un petit peu entiché, ou du moins où il y avait peut-être un petit jeu de séduction, et voir que voilà, d'accoler l'image de voleur dans l'esprit de cette jeune femme, de Miss Nelly, bah, sa personne, ça lui fait un petit quelque chose. C'est marrant, j'aurais plutôt cru qu'il serait en mode balèque. Mais non, ça a l'air ça a l'air de le toucher, ça a l'air de lui déplaire un peu. C'est marrant. Est-ce que, enfin, en tout cas, dans les mots qui ont été choisis par le narrateur, enfin par l'auteur, mais qui ont été donnés au narrateur, il y a un peu un truc comme ça où on se demande presque si Lupin n'a pas honte d'être voleur là d'un coup, auprès de Miss Nelly. En tout cas, clairement honte d'avoir été pris en flagrant délit, ça c'est clair, je pense. Parce que ça doit être un peu un aveu d'échec pour lui. Mais du coup, c'est très très cool que cette histoire se lie de cette manière. J'ai beaucoup apprécié aussi le, comment dire, le prétexte entre guillemets de cette nouvelle. C'est-à-dire que le début là, avec la discussion entre Velmont et Devanne notamment, je trouve ça hyper intéressant comme mise en place de l'enquête et de l'histoire. Et c'est trop bien de se dire qu'il y a des codes cachés que seuls certains génies pourraient éventuellement comprendre. Et qu'on se dise, bon, bah, ça va être Lupin et ça va être Sherlock Holmes ou Herlock Holmes qui vont avoir le fin de mot de ça. Je trouve ça très très cool. Et du coup, là, je suis vachement intrigué par ce que va être la suite de la nouvelle parce que, comme je vous le disais, elle n'est pas non plus si longue que ça. Du coup, là, je suis très intrigué, je suis très curieux de savoir comment en si peu de pages il va peut-être y avoir un dénouement avec Miss Nelly, peut-être avoir un dénouement avec Sherlock Holmes. Surtout que là, c'est assez inhabituel par rapport à ce qu'on a lu jusqu'à présent dans ce recueil de nouvelles. Euh, bah, le crime d'Arsène Lupin arrive comme ça en plein milieu, j'ai envie de dire. C'est vraiment d'un seul coup, ah, let's go, je suis Arsène Lupin. Je suis avec ma bande de voleurs et on est en train de déménager les meubles. J'ai ma petite théorie sur le fait qu'il dise à Miss Nelly qu'il veut remettre les meubles et ainsi de suite. Je pense qu'il est sincère quand il dit ça. Je pense pas que c'est sous le coup de l'émotion ou le coup de la panique ou voilà. Je pense pas qu'il veuille sauver la face ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est sérieux, je pense que ça fait partie de son plan de voler les meubles intégralement et de les remettre le lendemain à 3 heures, je crois qu'il avait dit un truc comme ça. Je pense que ça fait partie de son plan, certainement peut-être pour tourner en ridicule Sherlock Holmes. Je sens un truc comme ça arriver. J'attends de voir, mais j'ai l'impression que c'est un peu son intention. Bref, les amis, je vais pas faire durer le suspense. La nouvelle est courte, le live sera court. Je vais donc reprendre directement la lecture. Je te souhaite à nouveau une bonne écoute, Justin. Bonne écoute à Gandalf si tu me regardes en rediffusion et bien entendu à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure, d'ici une grosse trentaine de minutes cette fois-ci, parce qu'il y a un petit peu plus de pages quand même. Bah pour la toute fin, l'outro et la toute fin de de ces péripéties, de ces lupineries, je sais pas comment appeler ça. Je sais qu'il y a des mots qui ont été créés sur le nom de famille Lupin, mais ouais. Ouais. J'ai hâte de voir comment ça va se finir. Let's go. Sherlock Holmes arrive trop tard, suite et fin. À l'instant même où Devanne constata le pillage de son château, il se dit: c'est Velmont qui a fait le coup, et Velmont n'est autre qu'Arsène Lupin. Tout s'expliquait ainsi, et rien ne s'expliquait autrement. Cette idée ne fit d'ailleurs que l'effleurer, tellement il était invraisemblable que Velmont ne fût point Velmont,
c'est-à-dire le peintre connu, le camarade de cercle de son cousin d'Estevan. Et lorsque le brigadier de gendarmerie, aussitôt averti, se présenta, Devanne ne songea même pas à lui communiquer cette supposition absurde. Toute la matinée, ce fut à Thibermesnil un va-et-vient indescriptible. Les gendarmes, le garde champêtre, le commissaire de police de Dieppe, les habitants du les habitants du village, tout ce monde s'agitait dans les couloirs ou dans le parc ou autour du château. L'approche des troupes en manœuvre, le crépitement des fusils, ajoutaient au pittoresque de la scène. Les premières recherches ne fournirent point d'indices. Les fenêtres n'ayant pas été brisées ni les portes fracturées, sans nul doute le déménagement s'était effectué par l'issue secrète. Pourtant, sur le tapis, aucune trace de pas, sur les murs, aucune marque insolite. Une seule chose inattendue, et qui dénotait bien la fantaisie d'Arsène Lupin. La fameuse chronique du XVIe siècle avait repris son ancienne place, et, à côté, se trouvait un livre semblable qui n'était autre que l'exemplaire volé à la Bibliothèque nationale. À 11 heures, les officiers arrivèrent. Devanne les accueillit gaiement. Quelque ennui que lui causa la perte de telles richesses artistiques, sa fortune lui permettait de la supporter sans mauvaise humeur. Ses amis d'Androl et Nelly descendirent. Les présentations faites, on s'aperçut qu'il manquait un convive, Horace Velmont. Ne viendrait-il point? Son absence eût réveillé les soupçons de Georges Devanne, mais à midi précis, il entrait. Devanne s'écria. « À la bonne heure, vous voilà. Ne suis-je pas exact? Si, mais vous auriez pu ne pas l'être, après une nuit si agitée. Car vous savez la nouvelle. » Quelle nouvelle? Vous avez cambriolé le château. Allons donc. Comme je vous le dis. Mais offrez tout d'abord votre bras à Miss Underdown, et passons à table. Mademoiselle, permettez-moi. Il s'interrompit, frappé par le trouble de la jeune fille, puis soudain se rappelant. C'est vrai, à propos, vous avez voyagé avec Arsène Lupin jadis, avant son arrestation. La ressemblance vous étonne, n'est-ce pas? Elle ne répondit point. Devant elle, Velmont souriait. Il s'inclina, elle prit son bras. Il la conduisit à sa place et s'assit en face d'elle. Durant le déjeuner, on ne parla que d'Arsène Lupin, des meubles enlevés, du souterrain, de Herlock Sholmes. À la fin du repas seulement, comme on abordait d'autres sujets, Velmont se mêla à la conversation. Il fut tour à tour amusant et grave, éloquent et spirituel. Et tout ce qu'il disait, il semblait ne le dire que pour intéresser la jeune fille. Très absorbée, elle ne paraissait point l'entendre. On servit le café sur la terrasse qui domine la cour d'honneur et le jardin français du côté de la façade principale. Au milieu de la pelouse, la musique du régiment se mit à jouer, et la foule des paysans et des soldats se répandit dans les allées du parc. Cependant, Nelly se souvenait de la promesse d'Arsène Lupin. À 3 heures, tout sera là, je m'y engage. À 3 heures? Et les aiguilles de la grande horloge qui ornait l'aile droite marquaient 2h40. Elle les regardait malgré elle à tout instant. Et elle regardait aussi Velmont, qui se balançait paisiblement dans un confortable rocking-chair. 2h50, 2h55, une sorte d'impatience mêlée d'angoisse étreignait la jeune fille. Était-il admissible que le miracle s'accomplît, et qu'il s'accomplît à la minute fixée, alors que le château, la cour, la campagne étaient remplis de monde, et qu'en ce moment même le procureur de la République et le juge d'instruction poursuivaient leur enquête? Et pourtant Arsène Lupin avait promis avec une telle solennité. Cela sera, comme il l'a dit, pensa-t-elle, impressionné par tout ce qu'il y avait en cet homme d'énergie, d'autorité et de certitude. Et cela ne lui semblait pas un miracle, mais un événement naturel, qui devait se produire par la force des choses. Une seconde, leurs regards se croisèrent. Elle rougit et détourna la tête. 3 heures. Le premier coup sonna, le deuxième, le troisième. Horace Velmont tira sa montre, leva les yeux vers l'horloge, puis remit sa montre dans sa poche. Quelques secondes s'écoulèrent. Et voici que la foule s'écarta autour de la pelouse, livrant passage à 2 voitures qui venaient de franchir la grille du parc, attelées l'une et l'autre de 2 chevaux. C'étaient de ces fourgons qui vont à la suite des régiments et qui portent les cantines des officiers et les sacs des soldats. Ils s'arrêtèrent devant le perron. Un sergent Fourrier sauta de l'un des sièges et demanda Monsieur Devanne. Devanne accourut et descendit les marches. Sous les bâches, il vit, soigneusement rangés, bien enveloppés, ses meubles, ses tableaux, ses objets d'art. Aux questions qu'on lui posa,
le fourrier répondit en exhibant l'ordre qu'il avait reçu de l'adjudant de service et que cet adjudant avait pris le matin au rapport. Par cet ordre, la deuxième compagnie du 4e bataillon devait pourvoir à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des Halleux, en forêt d'Arc, fussent portés à 3 heures à M. Georges de Vannes, propriétaire du château de Thibermesnil. Signé le colonel Beauvel. Au carrefour, ajouta le sergent, tout se trouvait prêt, aligné sur le gazon, et sous la garde des passants. Ça m'a semblé drôle, mais quoi, l'ordre était catégorique. Un des officiers examina la signature. Elle était parfaitement imitée, mais fausse. La musique avait cessé de jouer. On vida les fourgons, on réintégra les meubles. Au milieu de cette agitation, Nelly resta seule à l'extrémité de la terrasse. Elle était grave et silencieuse, agitée de pensées confuses qu'elle ne cherchait pas à formuler. Soudain, elle aperçut Velmont qui s'approchait. Elle souhaita de l'éviter, mais l'angle de la balustrade qui porte la terrasse l'entourait de deux côtés, et une ligne de grandes caisses d'arbustes, orangers, lauriers roses et bambous, ne lui laissait d'autre retraite que le chemin par où s'avançait le jeune homme. Elle ne bougea pas. Un rayon de soleil tremblait sur ses cheveux d'or, agités par les feuilles frêles d'un bambou. Quelqu'un prononça très bas « J'ai tenu ma promesse de cette nuit ». Arsène Lupin était près d'elle, et autour d'eux, il n'y avait personne. Il répéta, l'attitude hésitante, la voix timide. « J'ai tenu ma promesse de cette nuit ». Il attendait un mot de remerciement, un geste du moins qui prouvât l'intérêt qu'elle prenait à cet acte. Elle se tut. Ce mépris irrita Arsène Lupin, et en même temps il avait le sentiment profond de tout ce qui le séparait de Nelly, maintenant qu'elle savait la vérité. Il eût voulu se disculper, chercher des excuses, montrer sa vie dans ce qu'elle avait d'audacieux et de grand. Mais d'avance, les paroles le froissaient, et il sentait l'absurdité et l'insolence de toute explication. Alors il murmura tristement, envahi d'un flot de souvenirs. Comme le passé est loin. Vous rappelez-vous les longues heures sur le pont de la Provence? Ah, tenez, vous aviez, comme aujourd'hui, une rose à la main, une rose pâle comme celle-ci. Je vous l'ai demandé. Vous n'avez pas eu l'air d'entendre. Cependant, après votre départ, j'ai trouvé la rose. Oubliée sans doute. Je l'ai gardée. Elle ne répondit pas encore. Elle semblait très loin de lui. Il continua. En mémoire de ces heures, ne songez pas à ce que vous savez. Que le passé se relie au présent. Que je ne sois pas celui que vous avez vu cette nuit, mais celui d'autrefois. Et que vos yeux me regardent, ne fût-ce qu'une seconde, comme ils me regardaient. Je vous en prie. Ne suis-je plus le même? Elle leva les yeux, comme il le demandait, et le regarda. Puis, sans un mot, elle posa son doigt sur une bague qu'il portait à l'index. On n'en pouvait voir que l'anneau, mais le chaton, retourné à l'intérieur, était formé d'un rubis merveilleux. Arsène Lupin rougit. Cette bague appartenait à Georges de Vannes. Il sourit avec amertume. Vous avez raison. Ce qui a été sera toujours. Arsène Lupin n'est et ne peut être qu'Arsène Lupin, et entre vous et lui, il ne peut même pas y avoir un souvenir. Pardonnez-moi, j'aurais dû comprendre que ma seule présence auprès de vous est un outrage. Il s'effaça le long de la balustrade, le chapeau à la main. Nelly passa devant lui. Il fut tenté de la retenir, de l'implorer. L'audace lui manqua. Et il la suivit des yeux, comme au jour lointain où elle traversait la passerelle sur le quai de New York. Elle monta les degrés qui conduisent à la porte. Un instant encore, sa fine silhouette se dessina parmi les marbres du vestibule. Il ne la vit plus. Un nuage obscurcit le soleil. Arsène Lupin observait, immobile, la trace des petits pas empreints dans le sable. Tout à coup, il tressaillit. Sur la caisse de bambou contre laquelle Nelly s'était appuyée, gisait la rose pâle, qu'il n'avait pas osé lui demander. Oubliée sans doute elle aussi, mais oubliée volontairement ou par distraction. Il la saisit ardemment. Des pétales s'en détachèrent. Il les ramassa un à un, comme des reliques. « Allons, se dit-il, je n'ai plus rien à faire ici. D'autant que si Herlock Sholmes s'en mêle, ça pourrait devenir mauvais. » Le parc était désert. Cependant, près du pavillon qui commande l'entrée, se tenait un groupe de gendarmes. Il s'enfonça dans les taillis, escalada le mur d'enceinte et prit, pour se rendre à la gare la plus proche, un sentier qui serpentait parmi les champs.
Il n'avait point marché durant 10 minutes que le chemin se rétrécit, encaissé entre deux talus, et comme il arrivait dans ce défilé, quelqu'un s'y engageait qui venait en sens inverse. C'était un homme d'une cinquantaine d'années peut-être, assez fort, la figure rasée, et dont le costume précisait l'aspect étranger. Il portait à la main une lourde canne, et une sacoche pendait à son cou. Ils se croisèrent. L'étranger dit, avec un accent anglais à peine perceptible: Excusez-moi, monsieur, est-ce bien ici la route du château? Tout droit, monsieur, et à gauche dès que vous serez au pied du mur. On vous attend avec impatience. Ah, oui, mon ami Devanne nous annonçait votre visite dès hier soir. Tant pis pour monsieur Devanne s'il a trop parlé. Et je suis heureux d'être le premier à vous saluer. Herlock Sholmes n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. Il y eut dans sa voix une nuance imperceptible d'ironie qu'il regretta aussitôt, car Herlock Sholmes le considéra des pieds à la tête, et d'un œil à la fois si enveloppant et si aigu, qu'Arsène Lupin eut l'impression d'être saisi, emprisonné, enregistré par ce regard, plus exactement et plus essentiellement qu'il ne l'avait jamais été par aucun appareil photographique. Le cliché est pris, pensa-t-il. Plus la peine de me déguiser avec ce bonhomme-là. Seulement, m'a-t-il reconnu? Ils se saluèrent. Mais un bruit de pas résonna, un bruit de chevaux qui caracolent dans un cliquetis d'acier. C'étaient les gendarmes. Les deux hommes durent se coller contre le talus, dans l'herbe haute, pour éviter d'être bousculés. Les gendarmes passèrent, et comme ils se suivaient à une certaine distance, ce fut assez long. Et Lupin songeait. Tout dépend de cette question. M'a-t-il reconnu? Si oui, il y a bien des chances pour qu'il abuse de la situation. Le problème est angoissant. Quand le dernier cavalier les eut dépassés, Herlock Sholmes se releva, et sans rien dire, brossa son vêtement sali de poussière. La courroie de son sac était embarrassée d'une branche d'épine. Arsène Lupin s'empressa. Une seconde encore, ils s'examinèrent, et si quelqu'un avait pu les surprendre à cet instant, c'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes si puissamment armés, tous deux vraiment supérieurs et destinés fatalement par leurs aptitudes spéciales à se heurter comme deux forces égales que l'ordre des choses pousse l'une contre l'autre à travers l'espace. Puis l'Anglais dit: Je vous remercie, monsieur. Tout à votre service, répondit Lupin. Ils se quittèrent. Lupin se dirigea vers la station, Herlock Sholmes vers le château. Le juge d'instruction et le procureur étaient partis après de vaines recherches, et l'on attendait Herlock Sholmes avec une curiosité que justifiait sa grande réputation. On fut un peu déçu par son aspect de bon bourgeois, qui différait si profondément de l'image qu'on se faisait de lui. Il n'avait rien du héros de roman, du personnage énigmatique et diabolique qu'évoque en nous l'idée de Herlock Sholmes. Devanne cependant s'écria plein d'exubérance: Enfin, maître, c'est vous! Quel bonheur! Il y a si longtemps que j'espérais. Je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé, puisque cela me vaut le plaisir de vous voir. Mais à propos, comment êtes-vous venu? Par le train. Quel dommage! Je vous avais cependant envoyé mon automobile au débarcadère. Une arrivée officielle, n'est-ce pas? Avec tambour et musique. Excellent moyen pour me faciliter la besogne, bougonna l'Anglais. Ce ton peu engageant déconcerta Devanne qui, s'efforçant de plaisanter, reprit: La besogne, heureusement, est plus facile que je ne vous l'avais écrit. Et pourquoi? Parce que le vol a eu lieu cette nuit. Si vous n'aviez pas annoncé ma visite, monsieur, il est probable que le vol n'aurait pas eu lieu cette nuit. Et quand donc? Demain ou un autre jour. Et en ce cas, Lupin eût été pris au piège, et mes meubles n'auraient pas été enlevés. Mes meubles sont ici. Ici? Ils ont été rapportés à 3 heures. Par Lupin? Par 2 fourgons militaires. Herlock Sholmes enfonça violemment son chapeau sur sa tête et rajusta son sac, mais Devanne s'écria: Que faites-vous? Je m'en vais. Et pourquoi? Vos meubles sont là, Arsène Lupin est loin, mon rôle est terminé. Mais j'ai absolument besoin de votre concours, cher monsieur. Ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain, puisque nous ignorons le plus important. Comment Arsène Lupin est entré, comment il est sorti, et pourquoi, quelques heures plus tard, il procédait à une restitution. Ah, vous ignorez. L'idée d'un secret à découvrir adoucit Herlock Sholmes. Soit, cherchons. Mais vite, n'est-ce pas? Et autant que possible, seul. La phrase désignait clairement les assistants. Devanne comprit et introduisit l'Anglais dans le salon. D'un ton sec, en phrases qui semblaient comptées d'avance et avec quelle parcimonie. Sholmes lui posa des questions sur la soirée de la veille, sur les convives qui s'y trouvaient, sur les habitués du château.
Puis il examina les 2 volumes de la chronique, compara les cartes du souterrain, se fit répéter les citations relevées par l'abbé Gélis, et demanda. C'est bien hier que pour la première fois vous avez parlé de ces 2 citations. Hier. Vous ne les aviez jamais communiquées à monsieur Horace Velmont. Jamais. Bien. Commandez votre automobile. Je repars dans 1 heure. Dans 1 heure? Arsène Lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé. Moi? Je lui ai posé. Et oui, Arsène Lupin et Velmont, c'est la même chose. Je m'en doutais. Ah, le gredin! Or, hier soir à 10 heures, vous avez fourni à Lupin les éléments de vérité qui lui manquaient, et qu'il cherchait depuis des semaines. Et dans le courant de la nuit, Lupin a trouvé le temps de comprendre, de réunir sa bande et de vous dévaliser. J'ai la prétention d'être aussi expéditif. Il se promena d'un bout à l'autre de la pièce en réfléchissant, puis s'assit, croisa ses longues jambes et ferma les yeux. Devanne attendit, assez embarrassé. Dort-il? Réfléchit-il? À tout hasard, il sortit pour donner des ordres. Quand il revint, il l'aperçut au bas de l'escalier de la galerie, à genoux et scrutant le tapis. Qu'y a-t-il donc? Regardez. Là, ces taches de bougie. Tiens, en effet, et toutes fraîches. Et vous pouvez en observer également sur le haut de l'escalier, et davantage encore autour de cette vitrine qu'Arsène Lupin a fracturée, et dont il a enlevé les bibelots pour les déposer sur ce fauteuil. Et vous en concluez? Rien. Tous ces faits expliqueraient sans aucun doute la restitution qu'il a opérée, mais c'est un côté de la question que je n'ai pas le temps d'aborder. L'essentiel, c'est le tracé du souterrain. Vous espérez toujours? Je n'espère pas, je sais. Il existe, n'est-ce pas, une chapelle à 200 ou 300 mètres du château. Une chapelle en ruine, où se trouve le tombeau du duc Roland. Dites à votre chauffeur qu'il nous attende auprès de cette chapelle. Mon chauffeur n'est pas encore de retour. On doit me prévenir. Mais d'après ce que je vois, vous estimez que le souterrain aboutit à la chapelle. Sur quel indice? Herlock Sholmes l'interrompit. Je vous prierai, monsieur, de me procurer une échelle et une lanterne. Ah, vous avez besoin d'une lanterne et d'une échelle. Apparemment, puisque je vous le demande. Devanne, quelque peu interloqué, sonna. Les 2 objets furent apportés. Les ordres se succédèrent alors avec la rigueur et la précision des commandements militaires. Appliquez cette échelle contre la bibliothèque à gauche du mot Tiberménil. Devanne dressa l'échelle, et l'anglais continua. Plus à gauche, à droite. Halte, montez. Bien. Toutes les lettres de ce mot sont en relief, n'est-ce pas? Oui. Occupons-nous de la lettre H. Tourne-t-elle dans un sens ou dans l'autre? Devanne saisit la lettre H et s'exclama. Mais oui, elle tourne, vers la droite, et d'un quart de cercle. Qui donc vous a révélé? Sans répondre, Herlock Sholmes reprit. Pouvez-vous, d'où vous êtes, atteindre la lettre R? Oui. Remuez-la plusieurs fois, comme vous feriez d'un verrou que l'on pousse et que l'on retire. Devanne remua la lettre R. À sa grande stupéfaction, il se produisit un déclenchement intérieur. Parfait, dit Herlock Sholmes. Il ne nous reste plus qu'à glisser votre échelle à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la fin du mot Tiberménil. Bien. Et maintenant, si je ne me suis pas trompé, si les choses s'accomplissent comme elles le doivent, la lettre L s'ouvrira ainsi qu'un guichet. Avec une certaine solennité, Devanne saisit la lettre L. La lettre L s'ouvrit, mais Devanne dégringola de son échelle, car toute la partie de la bibliothèque située entre la première et la dernière lettre du mot pivota sur elle-même et découvrit l'orifice du souterrain. Herlock Sholmes prononça flegmatique. « Vous n'êtes pas blessé ?» Non, non, fit Devanne en se relevant. Pas blessé, mais ahuri, j'en conviens. Ces lettres qui s'agitent, ce souterrain béant. Et après, cela n'est-il pas exactement conforme à la citation de Sully? En quoi, Seigneur? Dame, l'âche tournoie, l'air frémit, et l'aile s'ouvre. Et c'est ce qui a permis à Henri IV de recevoir mademoiselle de Tancarville à une heure insolite. Mais Louis XVI, demanda Devanne abasourdi. Louis XVI était un grand forgeron et habile serrurier. J'ai lu un traité des serrures de combinaison qu'on lui attribue. De la part de Tiberménil, c'était se conduire en bon courtisan que de montrer à son maître ce chef-d'œuvre de mécanique. Pour mémoire, le roi écrivit 2612, c'est-à-dire HRL, la 2e, la 6e et la 12e lettre du nom. Ah, parfait, je commence à comprendre.
Seulement voilà, si je m'explique comment on sort de cette salle, je ne m'explique pas comment Lupin a pu y pénétrer. Car remarquez-le bien, il venait du dehors, lui. Herlock Sholmes alluma la lanterne et s'avança de quelques pas dans le souterrain. Tenez, tout le mécanisme est apparent ici, comme les ressorts d'une horloge, et toutes les lettres s'y trouvent à l'envers. Lupin n'a donc eu qu'à les faire jouer de ce côté-ci de la cloison. Quelle preuve? Quelle preuve? Voyez cette flaque d'huile. Lupin avait même prévu que les rouages auraient besoin d'être graissés, fit Herlock Sholmes non sans admiration. Mais alors il connaissait l'autre issue. Comme je la connais, suivez-moi. Dans le souterrain? Vous avez peur? Non, mais êtes-vous sûr de vous y reconnaître? Les yeux fermés. Ils descendirent d'abord 12 marches, puis 12 autres, et encore 2 fois 12 autres. Puis ils enfilèrent un long corridor dont les parois de briques portaient la marque de restauration successive et qui suintait par places. Le sol était humide. Nous passons sous l'étang. Pardon, nous passons sous l'étang, remarqua Devanne, nullement rassuré. Le couloir aboutit à un escalier de 12 marches, suivi de 3 autres escaliers de 12 marches, qui l'en remontèrent péniblement, et ils débouchèrent dans une petite cavité taillée à même le roc. Le chemin n'allait pas plus loin. Diable, murmura Herlock Sholmes, rien que des murs nus. Cela devient embarrassant. Si l'on retournait, murmura Devanne, car enfin je ne vois nullement la nécessité d'en savoir plus long. Je suis édifié. Mais, ayant levé la tête, l'Anglais poussa un soupir de soulagement. Au-dessus d'eux se répétait le même mécanisme qu'à l'entrée. Il n'eut qu'à faire manœuvrer les 3 lettres. Un bloc de granit bascula. C'était de l'autre côté la pierre tombale du duc Rollon, gravée des 12 lettres en relief Tiberménil. Ils se trouvèrent dans la petite chapelle en ruine que l'Anglais avait désignée. Et l'on va jusqu'à Dieu, c'est-à-dire jusqu'à la chapelle, dit-il, rapportant la fin de la citation. Est-ce possible? S'écria Devanne, confondu par la clairvoyance et la vivacité de Herlock Sholmes. Est-ce possible que cette simple indication vous ait suffi? Ben, fit l'Anglais, elle était même inutile. Sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, le trait se termine à gauche, vous le savez, par un cercle, et à droite, vous l'ignorez, par une petite croix, mais si effacée qu'on ne peut la voir qu'à la loupe. Cette croix signifie évidemment la chapelle où nous sommes. Le pauvre Devanne n'en croyait pas ses oreilles. C'est inouï, miraculeux, et cependant d'une simplicité enfantine. Comment personne n'a-t-il jamais percé ce mystère? Parce que personne n'a jamais réuni les 3 ou 4 éléments nécessaires, c'est-à-dire les 2 livres et les citations. Personne, sauf Arsène Lupin, et moi. Mais moi aussi, objecta Devanne, et l'abbé Gélis. Nous en savions tous deux autant que vous, et néanmoins... Sholmes sourit. Monsieur Devanne, tout le monde n'est pas apte à déchiffrer les énigmes. Mais voilà 10 ans que je cherche. Et vous, en 10 minutes... Bah, l'habitude. Ils sortirent de la chapelle, et l'Anglais s'écria. Tiens, une automobile qui attend. Mais c'est la mienne. La vôtre? Mais je pensais que le chauffeur n'était pas revenu. En effet. Et je me demande. Ils s'avancèrent jusqu'à la voiture, et Devanne interpellant le chauffeur. Édouard, qui vous a donné l'ordre de venir ici? Mais, répondit l'homme, c'est monsieur Velmont. Monsieur Velmont? Vous l'avez donc rencontré? Près de la gare, il m'a dit de me rendre à la chapelle. De vous rendre à la chapelle? Mais pourquoi? Pour y attendre monsieur et l'ami de monsieur? Devanne et Herlock Sholmes se regardèrent. Devanne dit. Il a compris que l'énigme serait un jeu pour vous. L'hommage est délicat. Un sourire de contentement plissa les lèvres minces du détective. L'hommage lui plaisait. Il prononça en hochant la tête. C'est un homme. Rien qu'à le voir d'ailleurs, je l'avais jugé. Vous l'avez donc vu? Nous nous sommes croisés tout à l'heure. Et vous saviez que c'était Horace Velmont? Je veux dire, Arsène Lupin? Non, mais je n'ai pas tardé à le deviner. À une certaine ironie de sa part. Et vous l'avez laissé échapper? Ma foi, oui. J'avais pourtant la partie belle. 5 gendarmes qui passaient. Mais, sacrebleu, c'était l'occasion ou jamais de profiter. Justement, monsieur, dit l'Anglais avec hauteur. Quand il s'agit d'un adversaire comme Arsène Lupin, Herlock Sholmes ne profite pas des occasions. Il les fait naître. Mais l'heure pressait, et puisque Lupin avait eu l'intention charmante d'envoyer l'automobile, il fallait en profiter sans retard. Devanne et Herlock Sholmes s'installèrent au fond de la confortable limousine. Édouard donna le tour de manivelle et l'on partit. Des champs, des bouquets d'arbres défilèrent.
Les molles ondulations du pays de Caux s'aplanirent devant eux. Soudain, les yeux de Devanne furent attirés par un petit paquet posé dans un des vides-poches. « Tiens, qu'est-ce que c'est que cela? Un paquet. Et pour qui donc? »« Mais c'est pour vous. »« Pour moi. »« Lisez. Monsieur Herlock Sholmes, de la part d'Arsène Lupin. » L'Anglais saisit le paquet, le déficela, enleva les 2 feuilles de papier qui l'enveloppaient. C'était une montre. « Oh !» dit-il, en accompagnant cette exclamation d'un geste de colère. « Une montre ?» fit Devanne. « Est-ce que par hasard ?» L'Anglais ne répondit pas. « Comment? C'est votre montre? Arsène Lupin vous renvoie votre montre? Et s'il vous la renvoie, c'est qu'il l'avait prise? Il avait pris votre montre? Ah, elle est bonne celle-là. La montre de Herlock Sholmes subtilisée par Arsène Lupin. Dieu que c'est drôle. Non, vrai, vous m'excuserez, mais c'est plus fort que moi. » Et quand il eut bien ri, il affirma d'un ton convaincu. « Oh, c'est un homme en effet. » L'Anglais ne broncha pas. Jusqu'à Dieppe, il ne prononça pas une parole, les yeux fixés sur l'horizon fuyant. Son silence fut terrible, insondable, plus violent que la rage la plus farouche. Au débarcadère, il dit simplement, sans colère cette fois, mais d'un ton où l'on sentait toute la volonté et toute l'énergie du personnage. « Oui, c'est un homme, et un homme sur l'épaule duquel j'aurai plaisir à poser cette main que je vous tends, monsieur Devanne. Et j'ai idée, voyez-vous, qu'Arsène Lupin et Herlock Sholmes se rencontreront de nouveau un jour ou l'autre. Oui, le monde est trop petit pour qu'ils ne se rencontrent pas. Et ce jour-là... » Et c'est la fin de la nouvelle. Herlock Sholmes arrive trop tard. C'est donc également la fin du recueil de nouvelles Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, écrit par Maurice Leblanc, pardon. Et ce sera donc également la fin du live de ce soir. Nous passons à l'outro. Très sympa. Je vais dire à l'exception près. En gros, je vais dire très sympa à l'exception près que je sentais un peu la chose venir. Mais bon, c'est rigolo de se lancer comme ça des petits pics, mais en même temps, on sent qu'il y a de la sympathie. En fait, je pense que Maurice Leblanc le dit lui-même au travers des mots du narrateur. Je pense que vraiment, il voulait faire un hommage à Arthur Conan Doyle et à Sherlock Holmes. Je pense que, enfin, en tout cas, de ce qu'on vient de lire, je suppose que Maurice Leblanc avait vraiment une admiration pour Arthur Conan Doyle et aimait vraiment le personnage de Sherlock Holmes. Parce que même si, voilà, il s'amuse un peu à le chercher, à le piquer par le biais de son personnage Arsène Lupin, et à lui faire l'affront, entre guillemets, de se faire avoir par Arsène Lupin, de se faire carrément voler sa montre, etc. Voilà, c'est plus un espèce d'effet humoristique, etc. Euh, et ouais, le fait qu'ils disent d'ailleurs qu'il termine avec le personnage d'Herlock Sholmes qui veut, enfin qui dit qu'ils vont sûrement se re-rencontrer un jour et ainsi de suite. Je pense que vraiment Maurice Leblanc, il a... Je vais pas dire qu'il est en demande, je vais pas dire qu'il vient quémander ça à Arthur Conan Doyle, mais c'est presque une sorte d'invitation, je trouve. C'est presque comme s'il avait écrit cette nouvelle en se disant « Ah, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on collabore? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on écrive un truc ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on écrive la meilleure histoire ensemble ?» J'ai l'impression que ça fait un peu appel du pied comme ça, entre guillemets. Donc, ouais. Moi, je verrais plutôt Maurice Leblanc comme admirateur d'Arthur Conan Doyle. Et du coup, Arthur Conan Doyle qui, peut-être, comme son personnage de Sherlock Holmes, d'Herlock Holmes, un petit peu dans cette nouvelle, aurait mal pris, aurait été piqué au vif, aurait pas aimé que son personnage soit pas tourné au ridicule, mais se soit fait avoir, quoi. Même si en vérité, voilà, c'est à part égale, entre guillemets, quoi. C'est juste que, comme le dit le titre, il est juste arrivé trop tard, entre guillemets. Mais en soi, sinon, il a tout compris aussi vite, si ce n'est même plus vite, on n'en sait rien, qu'Arsène Lupin. En tout cas, voilà, il se vale. Et peut-être que Arthur Conan Doyle voulait pas que les personnages se valent et voulait pas qu'on utilise son personnage. Je sais pas trop. Il y a peut-être un lore comme ça IRL de cette histoire, mais c'est très cool. C'est très très cool. Franchement, je connaissais pas beaucoup le personnage d'Arsène Lupin, à part
ce que l'imagerie populaire m'en laissait deviner. J'en avais jamais lu. Et je reste sur ma position, mais ça c'est vraiment mes goûts personnels. Je reste sur ma position que les enquêtes policières, ouais, les trucs d'enquête, d'énigmes, enfin, pourtant j'aime bien les énigmes, mais je sais pas. En tout cas, la littérature de ce genre, ça, c'est vraiment pas ma littérature de cœur. Mais d'avoir découvert Maurice Leblanc et Arsène Lupin par ce recueil, ça a été une bonne découverte, ça a été une bonne surprise. Voilà. Je pense que le meilleur résumé que je peux faire, c'est sympathique, c'est bien écrit, c'est cool à lire, c'est juste pas mes goûts. Donc ouais, je pense que c'est le mieux que je puisse dire. Et ouais, cette dernière nouvelle aujourd'hui m'a bien fait marrer. Je la trouve intéressante. Surtout que, bon, le fait que ça soit Velmont, je l'ai vu venir à 1000 ans, mais je pense que, enfin, à 1000 lieues, à 1000 kilomètres, mais je pense que tout le monde l'avait vu à 1000 kilomètres. C'était justement marrant, voilà, que tout le monde croit que ce soit lui et qu'en fait c'était vraiment lui. Et que du coup personne ne se soit méfié alors que c'était bien lui. Euh, le truc de plus ou moins amorcer une histoire, pardon, une histoire d'amour, une histoire romanesque avec Miss Nelly, etc. Ouais, c'est assez anecdotique, je sais pas si c'est le plus intéressant. Et puis, bah, sinon, le duo avec Sherlock Holmes, ça, je trouvais ça très très cool. J'aurais bien aimé ce genre d'énigme un peu plus souvent dans l'œuvre de Maurice Leblanc. Alors c'est peut-être le cas sur d'autres textes d'Arsène Lupin, parce que là on a lu 9 nouvelles. Maurice Leblanc a écrit maintes et maintes nouvelles, romans, pièces de théâtre autour d'Arsène Lupin. Donc c'est peut-être le cas dans d'autres itérations du personnage. Mais j'aurais bien aimé voir davantage d'énigmes de cet acabit, et peut-être un peu plus poussé, quoi. En mode, si tu prends telle énigme, il faut que tu arrives à déchiffrer les mots, il faut que tu arrives à te placer bien à un endroit, que tu arrives à bien faire les choses dans un certain ordre, etc. etc. Ça, c'est le genre de truc que je trouve très ludique et très amusant, et qu'il n'y a pas eu beaucoup, à part sur cette dernière nouvelle, j'ai l'impression. Mais ouais, grosso modo, c'est assez plaisant. C'est assez plaisant. Et ça me fait rire parce que il y a pas longtemps, sur le live d'Ode à la joie, justement, je disais, ça serait trop marrant dans le monde. Enfin, je vais parler du monde des comics parce que j'ai lu pas mal de comics fut un temps. Dans le monde des comics, il y a énormément de crossovers improbables. Un très connu, par exemple, c'est Batman et les Tortues Ninja. Et, et je me suis dit, putain, ce serait. Est-ce qu'il n'y a pas un crossover quelque part? Parce que là, en soi, on pourrait considérer que c'est un crossover, mais si Arthur Conan Doyle n'était pas d'accord pour ce crossover, c'est. Voilà, c'est pas foufou. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui existe? Ça existe peut-être déjà, mais peut-être que c'est pas suffisamment bien pour en avoir fait entendre parler, je sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un endroit où il y a une espèce de crossover avec que des personnages de cet acabit, que des personnages de romans policiers, d'enquêtes policières, de détectives, etc. Genre que des génies de cet ordre-là. Ça serait marrant. Une histoire qui réunit Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Maple, je crois que c'est comme ça le nom du personnage féminin créé par Agatha Christie. Enfin ouais, ce serait grave marrant, je trouve. Grave, grave marrant. Enfin bref, je sais pas si ça existe, je sais pas s'il faut le faire, mais je me suis dit que c'était rigolo. Bien, bon, on va s'arrêter là, les amis. Je sais que le live d'aujourd'hui était particulièrement court. Je vous remercie Gandalf et Justin d'être passés, ça me fait plaisir. Et comme je le disais, il n'y aura pas d'autres lives cette semaine. Il y aura peut-être même pas de veillée, à vrai dire, dimanche sur Discord. Alors comme d'habitude, je vous fais confiance. Si vous voulez vous réunir sur mon Discord pour discuter et jouer entre vous dimanche, il n'y a pas de problème de 21h à minuit. Je vous demande juste d'être bienveillants les uns envers les autres, d'être gentils les uns envers les autres. Puis si vraiment il y a un problème, à la limite, vous m'envoyez un message privé. Mais je pense pas que je serai dispo du coup non plus pour la veillée de ce week-end. Et la reprise, je vais dire, normale des programmes, c'est dès mardi, dans une semaine, avec, a priori,
l'Iliade d'Homère en ce qui concerne les lectures. Et puis je songe, comme je le disais, à faire de plus en plus de live. Donc peut-être d'autres choses, c'est bien possible. Du gaming sur Sea of Thieves, ça je pense que ça arrivera. À l'abordage sur Dark Crystal, du coup, samedi 15 à 14h. Et puis, ouais, même d'autres choses que j'ai en tête. J'ai vraiment envie de plus ce stream là. Bref, je verrai. Je verrai. En temps et en heure. Tout vient à point à qui sait attendre. Restez connectés sur les réseaux Facebook, Discord, Twitter pour être au courant. Une vidéo arrive plus tard dans la semaine sur YouTube. Un audio pour être précis. Et puis on est bon. N'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo et de cette lecture. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Vous savez que ça m'aide à développer ma chaîne tout simplement, à développer mes projets. Donc merci d'avance. Et sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dire à la prochaine, dans une semaine, pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!